Bienvenue, si vous nous rejoignez, notre éditorialiste aujourd'hui c'est Nicolas Doménac et nos invités, le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure et le patron de La République En Marche Stanislas Guerini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Une confrontation entre chefs de parti avant le grand débat des municipales ce soir sur LCI. On en parle, c'est à la une de l'actualité. C'est officiellement le sujet qui occupe l'exécutif. Regardez ces quelques images. Le président de la République hier au centre de crise du ministère de la Santé. Le nouveau conseil de défense donc ce matin. 5 jours après avoir rencontré les soignants de la Pitié-Salpêtrière. Et puis le Premier ministre était au SAMU de Bordeaux lundi. Alors la plupart des spécialistes ne sont pas alarmistes. Cette mobilisation, Stanislas Guerini, n'est-elle pas avant tout beaucoup de communication? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une part de communication, mais positive, dans ces moments-là. Il y a des conseils à donner à nos concitoyens, des conseils simples. Vous venez de le rappeler, de ne pas se serrer la main, de se laver les mains très régulièrement. C'est la meilleure manière de freiner la propagation du virus. Parce qu'on est dans cette phase où il faut ralentir la propagation du virus, et donc c'est nécessaire de communiquer. Et je crois d'ailleurs que le gouvernement et le Premier ministre sur le front tous les jours. Il y a un sujet de transparence. Avec Olivier Faure, on était réunis l'autre jour à Matignon, et je crois que le Premier ministre avait eu cette bonne initiative de réunir tous les chefs de parti. Pardon ? La mienne en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Et vous en aviez parlé à l'Assemblée nationale. Mais bravo, parce que je crois que c'est ce qu'il fallait faire. C'est beau. Mais on a le droit d'être d'accord de temps en temps avec Olivier Faure. On a le droit d'être d'accord. Olivier Faure, c'est beaucoup de communication. Parce qu'on attend du gouvernement deux choses, à mon sens. D'abord, de communiquer de façon très transparente, en temps réel. Les Français doivent savoir exactement quel est l'état de la propagation du virus. Et deuxièmement, que les informations qui soient données soient appuyées sur la science, sur les autorités médicales. Moi, je souris un tout petit peu. En voyant des responsables politiques, je voyais Nicolas Dupont-Aignan avec son masque à l'envers tout à l'heure en essayant de crier au scandale. Je constate fort heureusement qu'il y a peu de politiques qui essaient de faire de la polémique politicienne sur ce sujet-là. Je crois que c'est un sujet où les Français sont inquiets, qui nécessite de la responsabilité de la part des responsables politiques. Olivier Faure, vous qui êtes dans l'opposition, y voyez-vous trop de communication ? Écoutez, moi j'ai fait un choix, c'est dans cette histoire qui est une histoire qui peut devenir dramatique, qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas en phase épidémique. Donc il ne faut pas non plus créer la psychose, mais j'ai fait un choix, c'est celui de serrer les coudes avec ceux qui aujourd'hui sont au front. Oui, c'est ça. D'abord, le personnel soignant, parce que imaginez que la psychose l'emporte, comment feront-ils pour gérer des milliers de Françaises et de Français angoissés, inquiets, et qui se précipiteront aux urgences et qui viendront emboliser le système. Donc, premier réflexe, c'est d'abord de ne pas créer la polémique. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'étais effectivement heureux que le Premier ministre ait accédé à ma demande de réunir l'ensemble des forces politiques pour que nous puissions jouer ensemble. Et je le dis gentiment à Stanislas Guerini, c'est vrai qu'il ne faut pas que les politiques polémiques, mais il ne faut pas non plus que Madame Buzyn, qui a quitté ce ministère pour gagner la campagne de Paris, soit la première à polémiquer en permanence sur le sujet. J'ai regretté le fait qu'elle ait pu dire, par exemple, que si elle était maire de Paris, elle saurait faire. Je crois que c'est vrai. Mais si elle sait faire, de le dire. Stanislas Guerini, si elle sait ce qu'il faut faire, alors qu'elle le dise. La question, c'est pas de savoir si demain elle sera élue et dire aux Françaises, aux Parisiennes et aux Parisiens, si je suis élu, moi je saurais faire. Si elle sait faire, elle le dit. C'est une question tout simplement de santé publique. Vous dites qu'il faut si pas elle ne le polémiquer. sait pas, elle se tait. Alors je ne vais pas polémiquer. Et je crois qu'il faut absolument éviter de le faire. Est-ce que Agnès Buzyn saurait gérer en tant que maire de Paris cette crise sanitaire? Je crois que la réponse est oui. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que les informations soient données, qu'il y ait une coopération entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement notamment. C'est très très important. Je crois que les choses sont en train de se faire, et tant mieux. Oui, pardon, juste avant nous, le docteur Jean-Paul Hamon, président de la FMF, les médecins de France, disait l'inverse en disant c'est un retard à l'allumage et de fourniture des masques aux médecins généralistes. C'est en partie à cause, non pas d'Olivier Véran qui prend le dossier, qui arrive et qui le gère très bien, mais du prédécesseur d'Olivier Véran, c'est-à-dire Agnès Buzyn quand même. Encore une fois, pas de polémique sur cette histoire. Juste un bémol médical, même si on est en phase épidémique, c'est pas très grave. C'est-à-dire que même si on va passer au stade 3, il ne faut pas que ça affole tout le monde non plus. Juste, Stanislas Guerini, votre réponse justement, parce qu'effectivement, on recevait un médecin généraliste juste avant vous qui nous dit on n'est pas préparé, on n'a pas les masques, et c'est la ministre de la Santé précédente, donc Agnès Buzyn, qui n'a pas anticipé. Je disais que les mesures ont été prises pour qu'il y ait des opérations de réquisition justement des masques, pour que les masques soient mis à disposition. Vous savez qu'il y a deux natures de masques en réalité. Nos médecins généralistes, surtout si on passe dans la phase 3, qui est probable,
seront en première ligne. Il faut les accompagner, évidemment. Mais cette stratégie, c'est en février, non, je crois pas. mi-février, alors que le virus est apparu en décembre. Le médecin explique qu'il a reçu des patients pendant une semaine et que pendant ce temps-là, il n'avait pas de masque parce que ça n'avait pas été prévu en amont. On ne parle pas de ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est fait il y a une semaine. Encore une fois, je crois qu'il y a un ou 2 mois pour dire que les choses ont été plutôt bien gérées jusqu'à présent. Il faut que ça continue. La stratégie, vous le disiez, est d'abord celle de la transparence. Alors cela n'empêche pas certains de la remettre en cause, à l'image de Marine Le Pen. Je considère que les décisions prises par le gouvernement sont contradictoires. Elles sont contradictoires, donc ça se voit. Je pense qu'elles sont analysées comme contradictoires par les Français et que ces décisions contradictoires, en réalité, plutôt que de rassurer les Français sur la gestion de cette crise, ont tendance à les inquiéter. Estimez-vous que c'est la politique politicienne ? Ce qui se voit, en l'occurrence, c'est cet esprit de polémique politicienne, d'irresponsabilité. Marine Le Pen, depuis le début de cette affaire, raconte absolument n'importe quoi, à rebours de tout ce que les autorités sanitaires peuvent dire. Son histoire de fermeture de frontières, alors qu'on sait très bien que les frontières administratives ne correspondent pas aux frontières, justement, de pandémie, c'est absolument n'importe quoi. Et cela montre que Marine Le Pen n'est pas à la hauteur de la situation. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des situations contradictoires dans les décisions gouvernementales ? C'est-à-dire autoriser par exemple les matchs où les gens sont très serrés dans les tribunes et interdire un semi-marathon, autoriser la venue de supporters italiens et puis interdire des lieux confinés avec 5000 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas des décisions qui sont mal comprises des Français je ne crois pas qu'il y ait de décisions qui soient contradictoires pour une bonne et simple raison, que chaque décision est appuyée par des blouses blanches. Et je pense que c'est très bien ainsi. Après, il y a une gestion de la situation qui parfois peut être contre-intuitive. Mais je pense qu'il faut bien expliquer les choses. On a eu un peu de mal à comprendre à un moment donné le passage de la phase 2 à la phase 3. Oui, il y a des moments, quand on est en phase 2, il faut ralentir la propagation du virus et donc plutôt confiner les personnes. Quand on passe en phase 3, à ce moment-là, la priorité, c'est plutôt de soigner. Il n'y a plus lieu d'avoir des opérations de confinement. Oui, enfin, on n'est pas en stade 3 de l'épidémie. Non, mais vous prenez le comparatif entre un match de foot et un marathon. Il y a des raisons très simples qui expliquent ça. Dans un marathon, on peut se postillonner dessus, on est dans un contact physique et on sait que la propagation du virus... Dans les tribunes des matchs de foot aussi. Moins, on est à l'air libre. Et donc je crois qu'il faut, encore une fois, faire confiance aux autorités de santé quand ce sont elles qui donnent les instructions. Il y a des décisions, des prises de décision contradictoires, selon vous, Olivier Faure ? Qui vous ont paru contradictoires ? Non, moi je ne commande pas Marine Le Pen, qui en réalité a un métier qui est la peur. Et donc, systématiquement... Tout vous a semblé très cohérent depuis le début ? Mais c'est très difficile de gérer une crise comme celle-là. Il faut être honnête et c'est très compliqué et il faut à chaque fois retrouver de la rationalité, essayer de faire en sorte que ce soit la raison qui l'emporte et non pas... Donc vous n'auriez pas fait mieux si vous avez été au pouvoir. Je ne sais pas si... Moi, je m'interdis toute forme de polémique. Parfois, il peut m'apparaître que certaines décisions ne sont pas frappées au coin du bon sens. Mais je ne suis pas épidémiologiste et je ne veux pas être celui qui, dans un moment très difficile, très compliqué pour ceux qui ont à gérer cette crise, l'a gérer inutilement. Et voilà. Le coin du bon sens, vous le situez où ? Le coin du bon sens, vous dites ? Bon, je dis simplement que parfois, il y a des choses qui m'apparaissent comme tout le monde, il y a des choses qui paraissent incohérentes. Mais, par exemple ? Mais vous les avez citées, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Parce que si on rentre là-dedans, moi, j'en sais rien. Je ne veux pas, à partir de ma propre certitude ou mes propres doutes, donner le sentiment que il y a des gens dont c'est le métier et qui font ce boulot, c'est difficile pour eux, on les laisse faire. En revanche, ce que je demande à Stanislas Guerini, parce qu'on parle de Marine Le Pen, c'est de revenir sur les décisions qui ont été prises en matière d'aide médicale d'État. C'est très important qu'on se comprenne. L'aide médicale d'État, c'est ce qui permet à des gens qui sont sans papier, qui n'ont pas de titre de séjour, de pouvoir se faire soigner comme n'importe qui pour des maladies qui sont éventuellement des maladies contagieuses. En phase épidémique, le problème, c'est que ces gens-là, parce qu'ils n'accèdent plus aussi facilement aux soins que par le passé, le risque, c'est qu'ils soient contagieux et qu'ils se contaminent d'abord entre eux, puis après la population française. Et donc, ce que je souhaite, c'est que vous reveniez sur ces décisions, qui sont des décisions qui étaient, de mon point de vue, scandaleuses, mais en phase épidémique, qui sont même devenues dangereuses. C'est exactement, on disait pas de polémique politicienne, je crois qu'il ne faut pas en faire sur ce sujet-là. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons conservé absolument l'aide médicale d'État. Mais bien entendu, et c'est deux choses différentes de dire qu'il faut absolument conserver ce bouclier humain, sanitaire, absolument indispensable qu'est l'aide médicale d'État, et puis ausculter au sein de l'aide médicale d'État
l'ensemble des aides qui peuvent être apportées, et sur toute la partie justement qui concerne la diffusion d'épidémies, nous n'avons touché en rien à l'aide médicale d'État. Il faut être absolument clair. Vous ne pouvez pas dire à la fois que sinon, ce sont des mensonges. Mais vous ne pouvez pas à la fois dire que vous pondez des lois, des décrets, et après dire que ça ne change rien. Soit vous faites des choses qui servent, soit vous faites des choses qui ne servent pas. Si vous êtes exclure les gens de soins pendant 3 mois, je vous dis c'est anti-déontologique. C'est scandaleux pour les médecins et pour tous les soignants. Je vous le dis comme je le pense. Et tous les médecins qui ont participé au vote de cette loi, je suis désolé, c'est un caractère anti-déontologique et nous, on continuera à soigner les gens, AME ou pas AME. Si vous êtes en train de dire que nous avons retiré quoi que ce soit pour que des personnes dans des situations d'urgence et une personne qui serait atteinte du coronavirus, je considère que c'est une situation d'urgence. Non pas on voit bien que 98%, c'est pas des situations d'urgence. C'est une contre-vérité. Et je veux le dire ici de façon extrêmement claire. Mais non, c'est la vérité. Derrière, il y a des valeurs humaines et nous n'avons déontologiques. retiré en rien la capacité à prendre en charge les personnes qui sont dans des situations d'urgence. En rien. Soyons extrêmement clairs là-dessus. En réalité, heureusement, il y a un personnel soignant exemplaire et qui, malgré la loi, vient soigner et y compris sans faire payer, sans recevoir le moindre centime. C'est ça la réalité, malheureusement. Vous ne touchez en rien l'aide médicale d'État pour prendre en compte. Mais vous ne pouvez pas dire ça, tout le monde le sait. Il y a un décret, il y a une loi. Arrêtez. Cette gestion du coronavirus, on parle beaucoup des masques, des solutions hydroalcooliques qui sont dérobées dans des établissements de la PHP. On en a parlé avec Gérald tout à l'heure, dont l'hôpital Bichat. Évidemment, tout le monde condamne ça, mais le problème c'est qu'on en manque, donc avec la peur évidemment, cela amène à des actes pareils. Dans les pharmacies, eh bien, puisqu'il en manque, eh bien, les prix s'envolent. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, entend encadrer ces prix. Écoutez-le. Sur les gels hydroalcooliques, je vous annonce que nous prendrons aujourd'hui le décret d'encadrement des prix des gels hydroalcooliques. Il y a un manque de disponibilité des produits. Je voudrais juste dire à nos téléspectateurs que se laver les mains avec du savon, c'est tout aussi efficace et que le gel, c'est uniquement quand il n'y a pas d'eau et pas de savon qui sont disponibles. En deuxième lieu, il y a effectivement des cas isolés où des prix inacceptables ont été pratiqués. Donc il faut prendre cette décision d'encadrement du prix des gels hydroalcooliques. Elle sera prise dans la journée. Et alors, très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Les pharmaciens seront obligés de comment ça va se passer au-delà du texte? C'est, je crois, la décision qu'il fallait prendre. Ces envolées de prix, elles étaient ciblées ici ou là. Il faut absolument les empêcher. Et dès lors que le décret est pris, eh bien, ça permettra effectivement, directement au point de vente, d'encadrer les prix. Je crois que c'est la décision qu'il fallait prendre. Mais qui empêchera les pharmaciens, s'ils le désirent Ensuite, il y a des autorités de contrôle pour aller vérifier les prix. La DGCCRF fait ça et pourra sanctionner des pharmaciens qui ne respecteraient pas le décret. Je crois, vous savez que là aussi, sans esprit de polémique, il y a un esprit de responsabilité. Dès lors qu'il y aura un décret pour encadrer les prix, je ne crois pas que les pharmaciens, qui sont des grands professionnels de santé, s'amuseraient à aller à l'encontre de la décision sanitaire. C'est une mesure utile, Olivier Faure ? Oui, mais si on veut combattre ce virus, ça suppose quand même que chacun fasse preuve du plus grand civisme. Qu'il y ait des gens qui même pensent à spéculer sur la peur et sur la contamination, c'est un scandale. Un scandale. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous, nous soyons totalement civiques, qui ait cette volonté de répondre collectivement, donc à la fois en ne sursollicitant pas les soignants, en faisant en sorte d'être suffisamment raisonnable pour ne pas continuer à avoir des gestes qui pourraient être des gestes qui pourraient amener à la contamination. Donc il faut que chacun s'y mette. On ne peut pas le vaincre, on ne peut pas le dire que c'est les soignants tout seuls qui vont s'en occuper. Non, c'est chacun d'entre nous. Olivier Faure, on ne peut pas penser que la spéculation est la seule réponse. Quand on sait, par exemple, quand on va reprendre les vols, tout à l'heure on parlait des vols, des masques et des gels dans les hôpitaux, on pourrait aussi penser que la raison, c'est la peur. Les gens ont peur. Pour vous reciter un sondage IFOP du Parisien, 61% des Français ont peur de choper le coronavirus et 57% des Français pensent que le gouvernement leur ment. Ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que si les gens veulent aussi, c'est qu'ils pensent qu'il faut qu'eux-mêmes se protègent parce que le gouvernement n'en fait pas assez. Mais vous me posiez tout à l'heure la question et vous démarriez cette émission comme ça en disant est-ce que le gouvernement ne surcommunique pas? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est très important qu'il y ait une fiabilité de l'information qui soit transmise. Bruno Le Maire disait dans l'extrait que vous avez passé quelque chose de bon sens en disant se laver les mains avec du savon, c'est aussi efficace. C'est ce genre de communication-là qu'il faut absolument transmettre, diffuser. Je crois que vous y prenez d'ailleurs votre part sur LCI.
Et j'espère qu'on n'en fait pas trop non plus et qu'on n'alimente pas la psychose. Les contacts sont donc à éviter, les rassemblements sont à éviter. Dans ce contexte, certains s'interrogent sur la tenue des élections municipales. Le maire de Creil, dans l'Oise, a jugé ce week-end que dans sa ville, en tout cas, ce serait irresponsable. Depuis, de nouveaux foyers de contamination ont été détectés. Il n'est toujours pas question de reporter quoi que ce soit ? Non. Et je crois que toutes les communications qui ont été faites sur le sujet sont claires. Il n'est pas question de reporter les élections municipales. Même dans les foyers épidémiques ? Vous savez, après vous êtes marrant, vous nous posez des questions auxquelles en réalité on ne peut pas répondre. Si ce matin sur le plateau je venais moi vous annoncer, de dire ah oui je pense que M. Guérini pense quelque part que ça serait bien de reporter les élections municipales, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Et donc je crois qu'il est naturel de dire qu'il n'est en aucun cas dans l'intention du gouvernement de repousser les élections municipales. Même dans les foyers épidémiques. Mais je ne peux pas vous dire autre chose, parce que c'est encore une fois, mais bien entendu, et c'est normal de le dire comme ça. Oui. C'est normal de le dire comme ça, sinon ce serait irresponsable. Donc on dit, et c'est ce qu'on dit depuis ce matin sur le plateau, on suit les choses heure par heure, jour par jour pour adapter les réponses. Bien, c'est bien normal. Il n'y a pas d'autre réponse possible de la part des responsables politiques que de dire il n'est pas question à cette heure d'annuler ou de reporter les élections municipales. Vous avez pensé à un plan de continuité aussi, parce qu'on évoquait à l'Élysée l'idée d'un plan de continuité, ce qui est normal de l'État. Mais pour vos partis, après tout, vous avez un plan de continuité ? Eh bien, moi j'ai un adjoint, un numéro 2 au parti, et si jamais d'aventure j'attrapais le coronavirus, je suis certain qu'il pourrait assurer la continuité de la République en marche. Olivier Faure, faut-il reporter les municipales, au moins dans les foyers épidémiques ? Alors, s'il y avait des foyers qui étaient vraiment des foyers importants, etc., sans doute la question se poserait. Mais soyons là aussi cohérents. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des décisions qui étaient frappées parfois de sentiments d'incohérence. Si on n'arrête pas la vie économique, si on continue tout simplement à prendre le RER, à prendre le train, à prendre le métro, on voudrait interrompre la vie démocratique, mais quelle serait la différence ? Est-ce que c'est plus contagieux d'aller voter ou d'aller au travail ? Moi, je souhaite qu'on soit cohérent et qu'on ne crée pas de psychose inutile, qui encore une fois, serait dramatique pour les soignants qui vont être confrontés à une peur et avec des gens qui vont venir consulter alors qu'ils n'ont pas besoin de venir et ils vont emboliser le système, ce qui est le pire de ce qui peut nous arriver. Les municipales, ça se passe sur LCI. Ce soir, grand rendez-vous à 11 jours du premier tour. Les 7 principaux candidats à la mairie de Paris débattent pour la première fois à partir de 20h45. Cette grande confrontation sera animée par David Pujadas. Soyez au rendez-vous et on se glissera tout à l'heure dans les coulisses. D'abord le sondage Harris pour LCI RTL. Regardez, Rachida Dati poursuit sa lancée en tête des intentions de vote à 25%, devant Anne Hidalgo 24%, Agnès Buzyn 17%. Olivier Faure, de voir le Parti Socialiste disputer une place de leader, ça fait longtemps que ça vous était pas arrivé. Les municipales pourraient redorer le blason des vieux partis de l'ancien monde. Mais non. La réalité, c'est que ces élections municipales vont montrer une chose, c'est que quand la gauche sait se rassembler, quand elle sait se montrer utile, comme c'est le cas à Paris, elle est effectivement en situation de l'emporter, et largement. Et donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, sinon que c'est une formidable occasion de faire apparaître une alternative à ce bloc nationaliste, représenté par Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, les libéraux autour d'Emmanuel Macron, et puis il y a une gauche socialiste, écologiste, démocratique, qui doit se consolider et être enfin l'alternative, parce que les Français, depuis des mois et des mois, nous disent qu'ils ne veulent pas revivre ce duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron à la prochaine élection présidentielle. Donc la première étape, c'est les municipales. Mais quelle gauche, pardon quand vous dites la gauche se réunit, moi, parfois, je me pose la question, est-ce que c'est avec la France Insoumise ? Parce que je vois que, bien souvent, en réalité, le Parti Socialiste, aujourd'hui, est en train de devenir l'annexe de la France Insoumise. Ça vous ferait tellement plaisir. Mais non, mais vous avez toujours la même technique. Vous avez changé de siège à Ivry. Vous êtes maintenant à Ivry-sur-Seine. Oui, très bien. À Ivry-sur-Seine. C'est pas le sujet. Mais si, pardon, excusez-moi de vous parler d'un exemple précis, mais à Ivry-sur-Seine, le Parti Socialiste est allié avec la France Insoumise contre le maire communiste sortant. Moi, j'ai trouvé ça avec les écologistes aussi, un peu baroque. Oui. Avec les écologistes aussi. Moi, ce que je trouve baroque, c'est ce type d'alliance-là. Mais moi, je suis désolé, mais c'est pas le Parti Socialiste de gouvernement avec M. Estrosi, que vous soyez avec M. Christian Estrosi, c'est pas grave. Avec, l'assumer. Mais vous assumez. Nous avons une cohérence autour de la majorité présidentielle. Attendez, parlez pas en même temps, on comprend pas. Partout, de chercher à chaque fois quel est le maire qui pourrait vous permettre de dire que vous avez
pas complètement louper les élections municipales. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que les Français qui ont bien compris que le vote de censure d'hier soir était un vote, malheureusement, qui ne pouvait pas aboutir, eh bien, qu'ils ont dans leurs mains un vote de censure possible. C'est le 15 et le 22 mars. À ce moment-là, ils pourront dire au gouvernement non, on ne peut pas continuer comme ça. Et ce qu'on veut, c'est un avenir social, écologique, démocratique. Mais vous voyez, et après, votre technique habituelle, qui est de dire à chaque fois à la droite, regardez Marine Le Pen, à la gauche, regardez Jean-Luc Mélenchon. C'est tellement commode de chercher un épouvantail pour pouvoir effrayer. Mais ne jouez pas avec les peurs. Cherchez, au contraire, à débattre sur le fond, à dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je comprends très bien que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Je ne suis pas avec vous, donc ça ne m'effraie pas. Mais venez sur un débat qui soit un débat de fond, pas des caricatures, pas des épouvantails. Ce vote de censure dont parle deux choses. Un, c'est pas une caricature, j'ai donné... C'est une caricature. À chaque fois, si à dire, n'assumez l'index pas des insoumis. Je ne suis pas l'année des insoumis, avec la France insoumise. Vous êtes bien allié avec la France insoumise. Mais à Ivry, c'est pas vrai? À Ivry, d'accord, ok. Ok, bon. Est-ce que vous craignez ce vote de voilà, vous avez marqué un super point là. Au fond, j'espère que vous êtes heureux parce que franchement, nous avons une différence. Effectivement, vous voulez faire de la situation politique nationale un fait politique et un argument électoral. C'était absolument clair dans le débat que nous avons eu hier à l'Assemblée nationale. Au fond, vous étiez très heureux que ce 49.3 arrive pour pouvoir dire regardez, ils ont dégainé le 49.3. Attendez, on va parler laisser finir. Mais j'arrive, mais simplement, la grande différence, c'est que moi, je ne suis pas dans une configuration où je gouverne pour la prochaine élection. Pas du tout. La prochaine élection municipale. Je considère que notre responsabilité, ceux qui nous ont fait confiance, qui nous ont portés au pouvoir pour assumer nos responsabilités, c'est de faire le choix de l'action. Pas le choix du renoncement. Et parfois, oui, nous prenons des risques. Nous prenons des risques parce que l'Assemblée nationale était dans un bourbier, parce que notre responsabilité, c'est d'avancer, de faire les réformes de la SNCF, de la formation professionnelle, du marché du travail, des régimes spéciaux. C'est pour cela que les gens nous ont fait confiance. Et donc, je ne regarde pas la prochaine élection, mais savoir si à la fin du quinquennat, nous aurons été utiles. Ce n'est pas mon sujet. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir des craintes quand même. Je vois que les Français qui se projettent dans cette élection municipale sont plus intelligents que cela. L'élection municipale, c'est une élection locale. Vous passez d'ailleurs des sondages de temps en temps montrant que nos concitoyens ont parfaitement compris que cette élection, c'est une élection locale. Et c'est comme ça que je l'aborde, moi. Beaucoup de maires, ont fait ça a été le cas pour tout le monde et pour tous les gouvernements avant vous. Je termine et je vous laisse répondre. Mais je vais vous dire quelle est mon approche, moi, des élections municipales. C'est une approche d'utilité. Comment est-ce qu'on est utile à nos concitoyens? Et à chaque fois, oui, j'assume d'avoir regardé les situations en disant, parfois il y a des maires qui ont fait du En Marche avant En Marche. Parce qu'ils ont gouverné de façon transpartisane, ils ont bâti des listes, ils ont bâti des majorités municipales transpartisanes. Et ça a marché. Et quand ils font du bon boulot, je les soutiendrai et j'assume de faire cela. Stanislas Guerini, regardez, on regarde le sondage de Paris un instant. Attendez, j'aimerais qu'on s'y repenche à nouveau. Agnès Buzyn est stable, tandis que Cédric Villani chute à 8%. Agnès Buzyn, on voit que c'est pas si mal, 17%. N'auriez-vous pas dû désigner tout de suite l'ancienne ministre de la Santé comme candidate à Paris? Elle semble imprimer davantage que Benjamin Griveaux. Ouais, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est de voir que les choses sont ouvertes. Ce qu'on voit, sondage après sondage, c'est qu'il y a une volonté d'alternance à Paris. Je regarde, comme Olivier Faure certainement, beaucoup de sondages de grandes villes. Je vois que la maire socialiste de Paris est à un niveau extrêmement bas. Beaucoup de gens veulent que ça change à Paris. Et ce que je vois, c'est qu'Agnès Buzyn est capable d'incarner justement cette possibilité d'alternance pour Paris. Parce que les gens en ont marre de la façon dont Paris est géré. Et je vais vous dire, ils en ont marre d'une façon de gérer Paris qui est une façon totalement clivée. Moi, je ne peux plus de voir notre capitale avec une mairie centrale, quand elle est droite, qui fait que les arrondissements de droite, quand elle est de gauche, qui fait que les arrondissements de gauche. C'est de ça dont il faut absolument sortir. Elle est quand même à 24%, donc elle est quand même en bonne position pour une maire sortante, c'est bas. Non, mais juste d'un point. Moi, j'entends ce discours qui est fantastique. En fait, les hommes, les femmes de bonne volonté devraient tous se retrouver et tous s'aimer. Moi aussi, je suis pour que les gens s'aiment. Mais quand vous soutenez, par exemple, à Nice, Christian Estrosi... Mais nous ne le faisons pas, mais pardon, mais allez-y, poursuivez. Je suis désolé, vous l'avez suffisamment dit pour qu'on puisse le retenir. Mais quand vous avez des soutiens de maires qui sont... Je reprends l'exemple de Nice. L'exemple de Nice, un maire
qui, en fait, a expliqué qu'il fallait faire couler les bateaux des passeurs dans la Méditerranée. Enfin, qui est pour que l'aide médicale d'État soit totalement abrogée. Je ne pas, mais peut-être prenez un autre exemple et ça sera plus... Alors, on va prendre un autre exemple. Regardez, on va aller au Havre. On va aller au Havre. Édouard Philippe. Oui, effectivement. On va aller au Havre. Si vous pouvez me laisser reprendre, on va aller au Havre. Vous n'êtes pas de candidat, donc ça veut dire que le Premier ministre apparaît en difficulté au Havre. Olivier Faure. On le sait bien. Stanislas Guérini. Soyez un peu élégant. Je suis en train de parler. On part au Havre. Édouard Philippe apparaît en difficulté au Havre. Ce matin, le sondage IFOP, regardez, le place. Bon, ça va quand même, 42% contre 25% pour son adversaire communiste. Mais on le donnait vainqueur dès le premier tour. C'était une hypothèse envisagée qui paraît balayée. Est-ce que ce sondage vous déçoit un peu? Vous allez me dire non, mais l'hypothèse d'une défaite, ce serait quand même très difficile à gérer. Moi, je vais vous dire les choses clairement. Je souhaite qu'Édouard Philippe gagne la ville du Havre, et pas seulement parce que c'est un bon Premier ministre, mais parce que ça a été un bon et un très bon maire du Havre. Et ce sondage, c'était avant le 49.3. C'est la seule question, encore une fois, que les électeurs havrais et havraises vont se poser. Est-ce que c'est une bonne idée de voter pour Édouard Philippe? Est-ce qu'il a fait du bon boulot pour cette ville? Est-ce qu'il lui a permis justement... Et d'ailleurs, vous savez, un signal le slogan qu'Édouard Philippe a choisi d'avoir pour le Havre, c'est le Havre. Parce qu'il le dit souvent, au Havre, on parle du Havre. Et je pense qu'il a bien raison. Le fait qu'il ne soit pas élu au premier tour, est-ce que ce n'est pas un signal de ce vote sanction, de ce vote censure dont on parlait tout à l'heure? C'est les sondages. Mais je vais vous répondre très clairement sur cette question. Moi, je crois que le courage politique, ça n'est jamais un mauvais marqueur. Je crois qu'on fait des mauvaises élections quand on n'assume pas qui on est, quand on n'assume pas d'où on parle et quand on n'assume pas la politique que nous sommes en train de mener. Moi, je suis fier de la politique de cette majorité. Oui, je suis fier d'être une majorité qui fait baisser les impôts, qui fait baisser les taxes, qui fait baisser les déficits. Je suis fier d'être une majorité qui aura réformé à la fin de ce quinquennat la SNCF, la formation professionnelle. Eh bien voilà, nous assumons ce que nous sommes en train de faire. Édouard Philippe aime bien préciser, par exemple, que ces tripes ont un goût salé. Elles ne risquent pas d'avoir un petit goût amer, un peu d'amertume avec le 49.3. On voit bien que sa permanence a été récemment taguée. On voit bien que passer en force comme ça avec une carte voiture bélier, dans un fief très communiste, très ouvrier, ça risque justement de faire un petit couac quand même pour les municipales. Vous n'êtes pas sûr de gagner? Je suis en très très forte opposition avec ce que vous venez de dire. Parce que vous venez de faire un parallèle avec la politique qu'on mène et des violences. Vous différenciez l'homme et le maire et l'homme et l'artiste, je reprends exactement ce que vous venez de dire. Le maire et le ministre. Non, je crois c'est la même main qui signe. Inacceptable de faire un lien entre une politique qui serait menée, qui légitimerait des violences sur notre permanence. Vous différenciez l'homme et l'artiste? Mais attendez, je vais essayer de vous répondre. Je crois que là aussi, nous devrions faire un front uni pour dire qu'une permanence qui est attaquée, c'est inacceptable. Et donc, ce n'est pas ce que je dis, vous savez. Oui, mais je ne veux pas... Ça arrive à tout le monde. Franchement, dans ma circonscription, il y a des candidats qui sont aujourd'hui des candidats sur des listes socialistes et qui se sont fait brûler leur voiture la semaine dernière. Et on n'en a pas fait des caisses parce que le but n'est pas de chercher à se victimiser. Bon, donc la violence, elle est condamnable partout, tout le temps. Mais la réalité, c'est qu'au Havre, effectivement, il est en difficulté. Justement attaqué, je l'ai dénoncé. Parce que c'est le total gauche, la réalité, c'est qu'il est au même niveau qu'Édouard Philippe et donc il y a vraiment une incertitude sur le score du second tour. Et c'est lié tout simplement au fait que, évidemment, on ne sépare pas le maire de ce qu'il fait aujourd'hui au gouvernement. Et c'est bien normal. Et quand on parlait tout à l'heure des incohérences, là aussi, quelque chose qui ne peut pas être compris. On demande à Mme Buzyn, peut-être parce que c'est une femme, de quitter le gouvernement pour être candidate à Paris. Mais alors, Olivier, vous avez en fait un Premier ministre qui est en campagne au Havre et qui, lui, considère qu'il peut être Premier ministre et candidat. Quelle est la règle? C'est ça le problème. C'est tout le problème avec vous, c'est qu'on ne comprend pas très bien quelles sont les règles du jeu. En permanence, vous les brouillez. En permanence, vous donnez le sentiment d'avoir, en fait, un deux poids, deux mesures qui ne se justifie par rien, sinon par l'opportunisme. Et donc, évidemment, ça crée du doute, parce que les gens, ils ont besoin de fiabilité. Comment est-ce qu'on cherche, à qui on accorde sa confiance? À des gens qui sont fiables. Et vous ne l'êtes plus. Et c'est bien tout le problème. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes J'étais venu mener un débat politique, pas le café du commerce. Allez-y, fini. Répondez. Et puis on répondait à Olivier Faure, si vous voulez. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures parce qu'Agnès Buzyn est une femme et Édouard Philippe est un homme? Pas vous, Olivier Faure. Pas ce type d'argument. Il y a une évidence, mais je vais vous répondre. Mais quel est le choix? Il y a une évidence. Édouard Philippe a été maire du Havre. Ah bon, et alors? Il n'est pas en campagne? Il est tout à fait capable de mener cette campagne en parallèle, parce qu'il a été maire du Havre, les choses sont absolument claires. Agnès Buzyn, dans ce moment exceptionnel, elle s'est présentée, notre candidat a été mis à terre dans les conditions que chacun connaît ici. Il y a eu une situation exceptionnelle et il fallait qu'elle soit candidate
à temps plein parce qu'elle est candidate pour la première fois. Merci. Voilà la simple différence. Merci à vous deux. Merci, C'est pas très messieurs. sympa pour elle. Merci, Stanislas Guérini. Merci, Olivier Faure. Les municipales, ça se passe sur LCI ce soir. Grand rendez-vous à 11 jours du premier tour. Les 7 candidats à la mairie de Paris débattent, les 7 principaux candidats. Pour la première fois, à partir de 20h45, cette grande confrontation, elle sera animée par David Pujadas. Dans le studio, regardez où aura lieu cette confrontation. Rejoignons Catherine André. Bonjour, ma chère Catherine. Donnez-nous les informations.